on va commencer le chapitre sur la théorie des jeux. Après, pour la prochaine séance, on fera quelques exercices et après, on fera l'exercice, le dernier exercice SMA. Voilà, le corrigé du dernier. Mais on commence déjà la théorie des jeux. Alors, pour la théorie des jeux, je vous ai dit que quand on a un système multi-agent, soit nous avons, bon, ici, je vous ai dit que soit nous avons un ensemble d'agents qui interagissent. Bon, si nous avons un système multi-agent, cela veut dire que nous avons des agents qui interagissent. Pour cette interaction, elle peut être soit avec de la communication, c'est-à-dire il y a de la communication entre les agents, soit il n'y a pas. Donc il n'y a pas de communication, mais il y a de l'interaction. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre dire qu'il y a interaction entre agents et communication. Communication, ça veut dire qu'il y a soit des envois de messages, soit par exemple communiquer à travers une mémoire comme le tableau noir. Mais quand on dit interaction, c'est soit communiquer avec ces deux procédés, c'est-à-dire envoi message ou tableau de bord, ou interagir indirectement en quelque sorte en utilisant d'autres procédés. Nous avons parlé des procédés, par exemple, de l'apprentissage. C'est-à-dire chaque agent, il va enregistrer, c'est-à-dire il va garder, il va mémoriser ses expériences passées. Avec l'environnement, bien sûr, avec les autres agents. Et il va apprendre de son expérience passée. Bien sûr, il a agi, il a fait des actions, il a observé l'environnement, il a agi. Quand on dit environnement, ça veut dire l'environnement statique, les objets, les données, etc. Et les autres agents. Hein. Ça fait partie de l'environnement de l'agent. Donc, soit il observe, il agit au début, il agit parce qu'il n'a pas de communication directe entre les agents, il n'y a pas de communication, donc il va raisonner seul, il va agir et le résultat de son action, il va le mémoriser. Et après plusieurs expériences, il peut lancer un processus d'apprentissage pour apprendre de ses expériences. Bien sûr, ces expériences, finalement, le résultat des expériences, c'est le résultat de son action et de l'action des autres aussi. Elle est influée par les actions des autres. Supposons qu'il agit, par exemple, pour acheter, mais la majorité vend, donc son gain va être influé par ce que les autres ont fait, les autres agents ont fait. Et nous avons dit aussi qu'il y a une autre technique qui est utilisée justement pour modéliser ces interactions dans le cas où il n'y a pas de communication. Dans le cas où il n'y a pas de communication. Bon, il y a un cas où il y a communication, mais c'est surtout dans le cas où il n'y a pas de communication, on utilise ce qu'on appelle la théorie des jeux, qui est une théorie mathématique, et c'est une théorie qui a été élaborée, c'est-à-dire les premiers qui ont travaillé sur cette théorie, c'est les économistes, les gens de l'économie. Là où il y a par exemple gain, perte, gain, etc. Donc, ils ont utilisé cette théorie et ça a donné des résultats pour pas mal de problèmes, de résolution de problèmes. Voilà. Donc, cette théorie, c'est une théorie. Donc, c'est une théorie qui prend en considération, donc ce qui est dit ici, c'est que c'est une théorie qui prend en considération que l'action d'un individu ou bien d'un agent ou bien d'une entreprise, parce qu'un agent, finalement, il représente soit un individu, soit une entreprise, soit un pays, soit, je ne sais pas, une entité qui interagit avec son environnement, n'importe quelle entité. Donc, dans ce cas-là, si l'action de l'agent, de notre agent, dépend des actions des autres, dans ce cas-là, on utilise ce qu'on appelle la théorie des jeux. Donc, c'est ça la motivation. La motivation, c'est que mon action ne dépend pas, je ne suis pas isolée de l'environnement et des autres agents. J'agis et j'interagis en fonction des autres aussi. C'est-à-dire, je prends en considération mes buts, mais je prends en considération ce que les autres sont en train de faire et comment ils sont en train d'agir. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les interactions ou les interdépendances stratégiques, interactions stratégiques, parce que chaque agent, il a sa stratégie, mais sa stratégie, le résultat de sa stratégie, c'est-à-dire les options qu'il choisit,
les options de ses actions. Les différents choix qu'il a devant lui dépendent des autres. Donc, chaque action que l'agent va faire, c'est une stratégie à part et elle va prendre en considération ce que les autres vont faire. Voilà. Et c'est le domaine de la théorie des jeux. Voilà, donc la théorie des jeux, c'est la définition, c'est un formalisme qui vise à étudier les interactions entre agents. Donc c'est ça l'objectif de cette théorie, sachant que de telles interactions, elles peuvent aller de la coopération jusqu'au conflit. C'est-à-dire on peut modéliser des problèmes avec la théorie des jeux dans le cadre de coopération, c'est-à-dire les gens sont en train de coopérer, mais c'est surtout dans le cas de conflit, c'est-à-dire de compétition, c'est surtout dans ce cas. Dans le cadre de coopération, il y a un petit peu de la communication. Mais dans le cas de conflit, c'est-à-dire de compétition, etc., il n'y a pas de communication entre les agents. C'est-à-dire qu'il y a de l'observation. On observe ce que les gens vont faire et il y a des calculs qu'on doit faire pour sortir avec soit avec la maximisation des gains ou bien la minimisation des pertes. Voilà. Donc, pour le cadre de la coopération, c'est dans quel cas? C'est dans le cas, par exemple, il y a par exemple un problème où ils doivent coopérer, mais ils doivent faire des coalitions, ce qu'on appelle des coalitions. C'est-à-dire que finalement, j'agis dans un environnement, j'ai un certain nombre de stratégies à faire, mais et un certain règlement, certaines lois qui établissent le jeu entre l'ensemble des joueurs. Et quand on dit joueur, cela ne veut pas dire joueur dans le sens jeu, mais dans le sens les acteurs du problème qu'on est en train de poser, le problème multi-agent, bien sûr. Ça peut être des entreprises, ça peut être des pays. Et bien sûr, il y a des lois qui interagissent ces interactions-là. Donc, les interactions, si il y a une certaine communication, c'est pour agir dans un cadre bien précis. Et celui qui sort de ce cadre-là, il va être, par exemple, sanctionné. Donc, on établit des lois comme ça. On va, on va, on va dire qu'on va agir, nos relations internationales, etc. On va agir dans ce cadre-là. Mais si l'un des membres ou bien l'un des agents va sortir de ce cadre-là, il va être sanctionné. Donc finalement, ce règlement-là, ces lois-là qui régissent ces interactions, on les appelle, finalement, c'est des coalitions. C'est des coalitions. Donc ça, c'est dans le cadre de la coopération. On ne peut pas créer des coalitions et en même temps. Donc il y a des coalitions, ça veut dire qu'il y a un règlement global pour l'ensemble des interactions et celui qui sort de ce règlement, il va être sanctionné. Les conflits, c'est le cadre de la compétition. Donc, il y a vraiment une compétition entre les agents. L'exemple le plus connu, le plus frappant, c'est bien les marchés financiers. Hein. Il y a de la compétition entre les agents, les différents agents financiers. Voilà. C'est un exemple parlant du cadre de compétition. Et cette théorie, bien sûr, je vous ai dit originellement, c'est une science, elle fait pas, c'est-à-dire c'est les gens de l'économie qui ont travaillé et ont élaboré cette théorie, mais par la suite, elle a été appliquée dans différents domaines, que ça soit la logique, la théorie des ensembles, la biologie, l'informatique, l'analyse de conflits, quand on dit conflits internationaux, donc dans le cadre de la politique, hein, dans la politique, voilà. Donc, au début, c'était de l'économie, mais après, on a vu que cette théorie peut servir dans beaucoup de problèmes. Divers problèmes peuvent être résolus, étudiés avec cette théorie-là. Voilà. Donc, maintenant, pour la formalisation du jeu, comment formaliser ce jeu? Bien sûr, chaque joueur, comme on l'a défini quand on a parlé du chapitre agent, chaque joueur, il est en train de chercher à maximiser sa rationalité. Il vise à maximiser son utilité, de minimiser ses pertes. Donc, il essaie de se comporter de la façon la plus rationnelle possible. Parce qu'on parle de rationalité limitée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller vers l'optimum parce qu'il y a une interaction avec un autre ensemble d'agents. Donc, il essaie de minimiser les pertes, les dégâts, minimiser, ou bien essaie de maximiser.
Mais quand on dit essayer de maximiser, cela ne veut pas dire qu'il va aller vers l'optimum. Pas forcément. Alors, le joueur, il est défini par un ensemble de joueurs. On les appelle joueurs. Et j'ai dit que les joueurs, ça peut être des entreprises, ça peut être, tout dépend du problème qu'on est en train d'étudier. Pour le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a dans ce jeu. Nous avons les joueurs, nous avons les choix de chaque joueur. Les choix, c'est-à-dire les actions ou bien les stratégies. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quelles sont les actions qu'il peut faire dans ce cadre, dans le problème étudié? Aussi, nous avons le déroulement, comment le jeu se déroule, c'est-à-dire, est-ce que c'est un jeu à coups séquentiels ou bien simultanés? C'est-à-dire, est-ce que les joueurs jouent simultanément? Parce que le fait de jouer simultanément, cela veut dire que nous avons chaque agent n'a pas une information sur l'autre joueur. Quelle est la stratégie qu'il va choisir? Voilà, puisqu'ils jouent simultanément, en même temps. Donc, il n'y a pas de finalement, il n'y a pas d'interaction, c'est-à-dire il n'a pas d'information. Il n'a pas l'information sur le comportement de l'autre. Par contre, si le joueur est séquencé, ça veut dire que l'un joue avant l'autre. C'est-à-dire, nous avons par exemple deux joueurs. Joueur un joue. Donc, bon, on va écrire comme ça. Joueur un il joue. Il a par exemple trois possibilités devant lui. Trois possibilités. Donc, trois actions possibles. Trois actions possibles ou bien trois stratégies possibles. Donc, si le joueur 1 joue en premier, nous avons dit qu'il a trois stratégies, par exemple S1, S2, S3, comme ça. Donc, le joueur 2, S3, comme ça, le joueur 2, vous suivez? Vous suivez? Oui. Le joueur 2, quand il va jouer, il voit ce que le joueur 1 a joué. Donc, il voit la stratégie choisie par le joueur 1. Et il va agir selon ce que le joueur 1 a joué. Donc, il va dire que, voilà, maintenant pour les stratégies. Maintenant, pour les stratégies, supposons que le joueur 1, il a deux autres stratégies, par exemple A, B. A, B. Donc, il va se dire, à l'avance, avant de commencer à jouer, il va se dire que, voilà, si le joueur J1 joue par exemple S1, et moi j'ai deux possibilités, j'ai à chaque fois deux possibilités, par exemple j'ai AB, il va dire que voilà, si je joue A, voilà les gains que j'aurai et voilà l'autre, qu'est-ce qu'il aura comme gain. Donc on aura un couple de gains, voilà, pour les deux joueurs. Donc ça c'est le gain du joueur 1, ça c'est le gain du joueur 2. La même chose pour B et la même chose pour la stratégie 2 et ainsi de suite. Donc le jeu peut être soit simultané, dans ce cas-là, il joue en même temps, donc il ne sait pas ce que le joueur 1 a fait, a réalisé comme action, et il va agir sans avoir cette information-là. Sans avoir cette information-là. Il y a un autre détail concernant les jeux, c'est le nombre de fois qu'on joue ce jeu. C'est est-ce que c'est un jeu répété ou pas? Voilà. Combien de fois non, le combien ici, c'est combien les gains, c'est ça. C'est ce que j'ai écrit entre. C'est l'utilité finalement. C'est les gains c'est le couple de gains. C'est-à-dire si le premier joue par exemple S1 et le deuxième joue A, par exemple, on aura 3, 2. Ce 3 veut dire c'est le gain du premier joueur, J1, et 2, c'est le gain du joueur 2, par exemple. On aura par exemple 5, 7. 5, 7 veut dire, le 5 veut dire que le premier joueur va gagner 5. Ça peut être le gain peut être qualitatif ou quantitatif. Hein. C'est-à-dire le gain, ça peut être soit une quantité, c'est-à-dire une somme d'argent par exemple, comme ça peut être un niveau qualitatif, quelque chose de bon, de mauvais, etc. Donc tout dépend de la modélisation qu'on choisit concernant les gains et les pertes. Et l'autre, il va gagner 7. Donc ça, c'est l'histoire des gains. Mais il y a d'autres aspects qu'on peut avoir, c'est est-ce que l'information est complète ou non, ou imparfaite, ça peut être imparfaite, c'est-à-dire il a de l'information, elle est imparfaite, il manque des choses, ou bien c'est une information, c'est un jeu qui est répété ou pas.
C'est-à-dire, il peut être à un seul coup ou bien plusieurs, c'est répété, plusieurs coups. Il joue plusieurs fois. Donc ça, c'est les détails concernant la formalisation du jeu. Nous avons dit, on a parlé de ça, donc nous avons dit que les jeux coopératifs se font dans un cadre d'accords. Donc il y a des accords à l'avance, c'est-à-dire des lois qui régissent ce jeu-là, ces interactions-là finalement. Donc il y a des accords, et celui qui ne respecte pas ces accords-là, ce règlement, etc., donc il va être sanctionné. On a parlé de ça. Donc s'il n'y a pas de respect, donc automatiquement il y aura une sanction concernant celui qui sort de ces accords-là. Et on appelle ceci finalement la formation de coalition. On arrive aux jeux non coopératifs. Donc, dans les jeux non coopératifs, donc il n'y a pas de coopération entre les agents, chacun cherche à maximiser ses gains ou bien minimiser ses pertes. Euh, alors, pardon. Donc, nous avons dit que nous avons, chaque joueur, il a un ensemble de stratégies ou d'options. Pour lesquelles, c'est-à-dire qu'il a un ensemble d'actions parmi lesquelles il peut choisir ses actions et agir et avoir par conséquent les résultats de ces actions-là qui peuvent être des gains ou des pertes. Alors pour la formalisation des jeux, soit on formalise le jeu sous forme normale. Je suppose que vous avez fait la théorie des jeux. Il y a un module où vous faites e-commerce, je pense. Parce que c'est la théorie des jeux, ça a démarré à partir de l'économie, du domaine de l'économie. Donc je suppose que vous faites la théorie des jeux, oui? Voilà, dans un cadre, en économie et dans le cadre aussi, du multi-agent, on peut avoir ceci, que ça soit en économie ou bien dans un autre domaine. C'est-à-dire que ça devient plus général. En multi-agent, ça c'est n'importe quel domaine. Voilà, donc soit c'est la forme stratégique, soit c'est la forme extensive. Alors la différence entre ces deux formes, stratégique, c'est sous forme de matrice. Sous forme de matrice. Donc nous avons par exemple ici deux joueurs. Nous avons le joueur 1, nous avons le joueur 2, voilà. Et nous avons pour chaque joueur, il a deux stratégies. Les stratégies, quelles sont les stratégies ici que vous lisez? Les stratégies ici, pour cet exemple. C'est les stratégies pour cet exemple. Vous suivez? Oui, c'est les stratégies? C'est Oui, voilà, c'est les stratégies pour l'entreprise 1, c'est produire un certain produit ou ne pas produire. La même chose pour l'entreprise 2, pour cet exemple-là, c'est la stratégie produire ou ne pas produire. Voilà. Donc ici, comment lire cette matrice-là? On va dire, si l'entreprise 1 choisit de la stratégie produire et que l'entreprise 2 choisit la stratégie produire, alors le gain, ça va être un gain, c'est l'utilité. Le gain pour l'entreprise 1, ça va être moins 3 et le gain pour l'entreprise 2, ça va être moins 2. Donc quand on dit gain, ça peut être un gain ou bien une perte. Hein. Par exemple, ici, moins, ça veut dire que c'est une perte finalement. Mais c'est une utilité. L'utilité, ça peut être négatif, positif. Voilà. Donc, il aura moins 3 comme gain et l'autre, il aura moins 2 comme gain. Maintenant, si l'entreprise 1 choisit produire et l'entreprise 2 choisit ne pas produire, alors dans ce cas-là, les gains, toujours le premier correspond au premier joueur et le deuxième au deuxième joueur. Donc le premier joueur, il aura 10 comme gain et le deuxième joueur aura un gain de 0. La même chose pour les autres options. Donc c'est comme ça qu'on lit une matrice de jeu. Premier, c'est pour le premier joueur et le deuxième pour le deuxième joueur.
Maintenant, ça, c'est la forme matricielle, ou bien on l'appelle aussi la forme stratégique, on l'appelle aussi la forme normale. Maintenant, pour la forme extensive, c'est une forme sous forme d'arborescence. C'est un arbre. C'est un arbre où les nœuds de l'arbre, ce sont les joueurs. Voilà. Les nœuds de l'arbre, ce sont les joueurs. Donc ici, joueur. Voilà. Ici, c'est le joueur 1. Il a devant lui combien de stratégies et quelles sont ces stratégies? Voilà, donc il a deux stratégies, P et F, qui peuvent, par exemple, pour le jeu pile ou face. Donc le premier, c'est pile. La première stratégie, c'est pile, face. Ensuite, le deuxième joueur 2. Alors, le joueur 2, il a aussi devant lui deux stratégies. Et c'est possible d'avoir, par exemple, le joueur 2, il a des stratégies différentes, hein. Le type de stratégie complètement différente, comme elles peuvent être des stratégies les mêmes. Tout dépend du jeu qu'on est en train du problème qu'on est en train de modéliser et d'étudier. Donc ici, la même chose pour le joueur 2, il a deux stratégies que sont pile ou face. Et maintenant ici, le couple de valeurs. Donc le premier, ça va être pour le premier joueur, la première valeur veut dire la deuxième valeur pour le deuxième joueur. Donc, si le joueur 1 joue pile et le joueur 2, il aura pile, alors le premier joueur aura 1 comme gain et le deuxième joueur aura moins 1. La même chose ici, si le joueur 1 joue pile, il aura pile et le deuxième c'est face, alors le premier joueur aura moins 1 et le deuxième 1. Et ainsi de suite pour la définition de ce jeu. Maintenant, il y a ce trait qui est en trait discontinu, il représente le fait. Alors, qu'est-ce qu'il représente d'après vous? C'est en même temps. Cela veut dire que c'est simultané. Ça veut dire que le joueur 2 ne sait pas ce que le joueur 1 a joué. Il ne sait pas. C'est ça le trait discontinu qui est ici. C'est-à-dire, finalement, s'il ne sait pas, c'est comme s'ils ont joué, même si ce n'est pas simultané. Mais c'est comme s'ils ont joué simultanément, parce qu'il ne sait pas. Vous êtes d'accord? Le fait de ne pas savoir ce que le joueur a fait dans le premier coup, c'est-à-dire dans son tour, parce qu'il a des tours. Donc, s'il ne sait pas, cela veut dire que c'est comme s'ils ont joué simultanément. C'est-à-dire même un jeu simultané, même si c'est un jeu séquentiel, c'est-à-dire le joueur 1 joue, et après c'est le joueur 2 qui joue. Mais le fait qu'il ne sait pas, on peut ajouter un trait discontinu qui veut dire qu'il ne sait pas ce que le joueur 1 a joué et qui veut dire aussi que c'est finalement, ça revient du simultané, en même temps. Même si ce n'est pas en même temps réellement. Mais parce que c'est en même temps, ils ne savent pas, quand ils lancent en même temps, par exemple, un dé en même temps, donc ils ne savent pas. Même si le premier, par exemple, joue le premier et l'autre joue le deuxième et il ne sait pas, c'est comme si c'est simultané. Donc, si on vous dit qu'il n'y a pas d'information entre les deux, ça peut être un jeu simultané ou bien un jeu séquentiel, mais chacun ne sait pas ce que l'autre a fait. Voilà. Donc ça, ce trait discontinu veut dire que le 2, dans notre cas, que le 2 ne sait pas ce que le 1 a joué. Voilà. C'est clair? Maintenant, si on enlève ce trait discontinu, dans ce cas-là, le 2, il sait ce que le joueur 1 a obtenu. Il sait que le joueur 1 a obtenu pile, par exemple, dans ce cadre-là. Voilà. Donc ça, ne sait pas. Ne sait pas. Le joueur 2, bien sûr. Hein. 2, 2, le joueur 2 ne sait pas ce que le joueur 1 a joué, a obtenu comme résultat. Voilà. Donc ça, c'est les deux formes de stratégie. Donc nous avons la forme stratégique, on l'appelle aussi la forme normale et on l'appelle aussi la forme matricielle. Et la deuxième forme, c'est la forme extensive. Et elle est utile, justement, cette forme extensive, elle est utile surtout pour les jeux séquentiels.
C'est-à-dire les jeux séquentiels, on peut représenter le jeu de cette manière-là. C'est-à-dire, par exemple, le premier, il joue. Donc, on voit l'ordre. On voit l'ordre du jeu. C'est-à-dire le premier joue, après c'est le deuxième jeu, et après, c'est possible qu'on aura d'autres tours, d'autres tours. Après, c'est le joueur 1 qui joue, etc. On peut avoir d'autres niveaux de l'arborescence, selon le jeu, comment il est défini. Bon, donc pour les jeux, nous avons plusieurs types de problèmes, plusieurs types de problèmes et plusieurs contextes, différents contextes de jeu, selon le problème. Alors, parmi les jeux les plus connus, non coopératifs bien sûr, ce sont les jeux à somme nulle. Donc, les jeux à somme nulle, c'est quoi? C'est que c'est comme pour le jeu de boxe, par exemple, je ne sais pas, le sport. Dans le sport, c'est soit le football, soit l'un gagne, l'autre perd. Il n'y a pas de. Donc, il y a à la fin un gagnant. C'est-à-dire, il y a, mais ici, c'est-à-dire que à chaque coup, à chaque coup du jeu là, ce que gagne l'un, c'est la perte de l'autre. C'est la perte de l'autre. C'est-à-dire, si le premier joueur gagne 3, le deuxième joueur, il va perdre ses 3. C'est clair? Maintenant, si le joueur 1 gagne moins 3, on peut avoir, bon, il y a cette matrice-là, mais on peut l'avoir de cette manière. Hein. On peut l'avoir de cette manière. Hein. Par exemple, ici, moins 1, au lieu de 1 moins 1. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément le premier qui gagne et le deuxième qui perd. Non. C'est que si le premier perd, l'autre gagne. Voilà. C'est le contraire. C'est un jeu à somme nulle. C'est clair? Et dans ce cas-là, le jeu à somme nulle, puisque ce que l'un gagne, l'autre perd, dans ce cas-là, on peut le représenter de façon concise, on le résume. Donc, on aura à mettre seulement la valeur, une seule valeur correspondant au premier joueur. Hein. Bon, ici, ce joueur, on l'appelait Max, correspondant au premier jour. C'est-à-dire, si on avait mis 3, si on avait mis 3 ici, moins 3, je veux dire, moins 3, cela veut dire que le premier, le joueur Max, va perdre moins 3 et automatiquement, l'autre, il va gagner le 3. C'est clair pour cette histoire de somme à somme nulle? Voilà. Donc, finalement, c'est un jeu strictement compétitif. Il y a de compétition vraiment stricte. C'est-à-dire, si ce que gagne l'un, perd l'autre. Et ce que perd l'un, l'autre va le gagner. Voilà. Donc, les joueurs ont des préférences strictement opposées. Donc, des exemples, la guerre, etc., jeux de plateau, les échecs, etc. Donc, ça, c'est des jeux à somme nulle. Donc ici, pour ces joueurs-là, euh, nous avons un contexte aussi dans ces jeux à somme nulle. Nous avons un exemple de jeu, bien un contexte de jeu où le joueur 1, il cherche, il a une stratégie globale. Bon, il a des stratégies. Ici, il a combien de stratégies, le joueur Max? Il a combien de stratégies? Max, il a combien de stratégies? Max? Non, il a 2. Donc il a cette stratégie, cette ligne-là et cette ligne-là. On peut les appeler par exemple S1, S2. Voilà. C'est ça les stratégies, c'est les lignes. Le joueur mine, il a combien de stratégies? 3 stratégies. Il a 3 stratégies. C'est les colonnes. C'est les colonnes. Ça, c'est les stratégies du joueur mine. Donc il a 3, on va les appeler X, Y, Z par exemple. Donc ça, c'est les stratégies. Voilà. Alors, dans cet exemple de jeu à somme nulle, nous avons certains problèmes quand on les étudie. Par exemple, la guerre. La guerre. Voilà. La guerre, et nous avons deux joueurs, deux pays qui sont en guerre. Un pays est fort,
est fort, c'est-à-dire ben, dans l'armement, etc., dans l'armée, son armée, etc. C'est un pays qui rentre avec le jeu avec une position de force. Et l'autre, il rentre dans cette guerre forcée, mais dans une position de faiblesse. Voilà. Mais il est obligé d'affronter. Voilà. Donc, dans ce type de jeu à somme nulle, nous avons un joueur qui est en train de chercher à maximiser ses gains. Il cherche à maximiser ses gains. Parce que il est le plus fort, il cherche à maximiser, mais il y a l'autre qui est en train de. Il y a de l'opposition derrière. Voilà. C'est le joueur mine. Celui-là, il sait qu'il n'est pas le plus fort, mais qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher à minimiser ses pertes. Il cherche à minimiser ses pertes. Donc, nous avons un exemple de jeu à somme nulle où nous avons le joueur 1 qui cherche à maximiser ses gains et le joueur 2 cherche à minimiser ses pertes. Dans ce cas-là, on utilise une certaine méthode qui permet de résoudre ce problème. C'est un problème qu'on cherche à étudier et voir quels sont les gains qu'on peut réaliser, etc. pour chacun des joueurs. Chacun des joueurs. Donc, pour cela, chacun des deux joueurs, il va utiliser ce qu'on appelle les niveaux de sécurité. Les niveaux de sécurité. C'est quoi? C'est que nous avons, on va prendre cet exemple-là, où nous avons Max avec deux stratégies, les lignes, celui-là, celle-là et celle-là. Et l'autre joueur a trois stratégies. Voilà. Alors, on va dire que si, pour étudier, pour chercher la solution à ce jeu, c'est ça l'objectif. La théorie des jeux, elle est utilisée pour chercher des solutions à des problèmes. Voilà. Solution veut dire qu'est-ce que je vais choisir comme stratégie qui me permet de réaliser mon but. Pour ce cas-là, le but, c'est de maximiser les gains. Et l'autre, c'est de minimiser les pertes. Voilà, le deuxième jour. Donc, on va dire que le premier, puisqu'il va raisonner, pour ce jeu-là, ils vont raisonner par niveau de sécurité. Alors, c'est quoi? Il va dire si Max, on va dire que si Max choisit la première ligne, c'est-à-dire la première stratégie. Alors, quel que soit le choix de mine, il fera au moins un gain de 1. Donc, le gain minimal qu'il peut réaliser, s'il choisit la première ligne, le gain minimal qu'il peut réaliser, c'est celui-là. C'est 1. Vous êtes d'accord? C'est un type de raisonnement. Je suis en train de suivre. Donc, le minimum de gain qu'il peut réaliser s'il choisit la première ligne, ça va être 1. Maintenant, si Max, toujours, choisit la deuxième ligne, donc on est ici, il choisit la deuxième ligne, alors il risque de faire un gain nul. Donc, le minimum de ses gains, c'est 0. C'est clair pour ce raisonnement du premier? Voilà. Le deuxième, il va raisonner, mais en position de minimiser les gains. Minimiser les gains. Donc, il va dire si Mine choisit la première colonne maintenant. Devant lui, il a devant lui cette colonne-là. Cette colonne-là. Donc, dans la colonne, nous avons 3 et 4, selon que le joueur 1 joue 1 ou bien 2. Donc, si Mine choisit la première colonne, il n'aura pas à payer plus que 4. C'est-à-dire le max de ses pertes, ça va être 4. Vous voyez comment il est en train de raisonner? Le max de ses pertes. Parce qu'il est en train de raisonner du point de vue perte. Du point de vue perte. L'autre, il est en train de raisonner du point de vue gain. C'est ça la différence. Donc, il va se dire que voilà, si je choisis la première colonne, je n'aurai à payer plus que 4. Le maximum que je perdrai finalement, parce qu'il paye. C'est-à-dire, si l'autre gagne 4, l'autre, il perd 4, donc il va lui payer. Donc, il va, au maximum, il va perdre 4. Maintenant, s'il joue la deuxième colonne, donc celle-là,
le maximum qu'il va payer, c'est-à-dire qu'il va perdre finalement, c'est 10. C'est celui-là. Maintenant, s'il choisit la troisième colonne, il va perdre 8. Donc finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Le niveau de sécurité de max, qui est un niveau de sécurité qui est raisonné selon les gains, de max, c'est 1 finalement. C'est 1. Bien sûr, 1 s'il choisit première ligne, s'il choisit la première ligne. C'est clair? S'il choisit la première ligne. Le 1, il l'aura quand il choisit cette première ligne. Donc, il aura ici, la première stratégie. Donc, finalement, le joueur 2, il aura à choisir la deuxième colonne. C'est-à-dire si le joueur max, il va réaliser son max-min finalement. C'est son max-min. C'est le maximum, le max des mines. Vous le voyez? Est-ce que vous voyez que c'est le max des mines? Le joueur, je parle du max, hein, il est en train de raisonner selon la stratégie ou bien, je ne sais pas, la politique max-min, la méthode max-min. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Si je choisis la première ligne, quelles que soient les options, les choix de mine, j'aurai un gain, au moins un gain de 1. Donc, c'est un minimum, c'est le minimum. Et si je choisis la deuxième ligne, j'aurai au moins, finalement, le minimum des gains, c'est 0. Le minimum. Donc, ici, c'est le minimum et ici, c'est le minimum. Et par la suite, donc, le niveau de sécurité, puisqu'il est en train de raisonner en gain, donc le maximum des minimums des deux stratégies, le maximum des jeux, pour lui, c'est 1. C'est 1. C'est celui-là. Ce n'est pas celui-là. Le max, c'est 1. Et dans ce cas-là, il va, c'est-à-dire pour son intérêt, parce qu'il n'est pas en train de choisir indépendamment de mine. Il est, parce que si c'était indépendamment de mine, bon, il va choisir, il est libre de choisir le max. Mais puisque c'est lié aux mines que va faire mine, donc, et en prenant en considération cette histoire de niveau de sécurité, alors il va choisir cette politique du max mine qui va lui donner 1. Voilà. Donc ça, c'est la solution pour max, en quelque sorte. C'est la solution pour max. Maintenant, pour 1000, le niveau de sécurité, c'est quoi? C'est 4. C'est 4. C'est la perte minimale. C'est la perte minimale, voilà. C'est la perte minimale. Et dans ce cas-là, parce qu'il a 4 et il a 10, et c'est-à-dire, il va dire que si je choisis la première colonne, je n'aurai à payer que 4. Si je choisis la deuxième colonne, j'aurai à payer 10. Et si je choisis la troisième colonne, j'aurai à payer 8. Donc, il vaut mieux choisir la première colonne. C'est-à-dire au max, j'aurai 4. Donc, finalement, le deuxième joueur, il va raisonner en mine des max. C'est le contraire du joueur 1. Il va choisir le minimum qui est 4 de ces 3 max. Max de perte, bien sûr. Vous le voyez? Voilà. Donc, finalement, le niveau de sécurité, c'est une manière. C'est un critère, je ne sais pas, c'est un critère qui est utilisé pour suivre un certain raisonnement selon ce niveau de sécurité et sortir avec le minimum de dégâts, que ça soit pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Donc, la stratégie de max, c'est la stratégie max-min. Et la stratégie de mine, c'est la stratégie min-max, tout simplement. Voilà. Donc ici, pour cet exemple-là, le calcul se fait de cette manière. Donc si on vous demande de donner la solution pour ce jeu-là, qui est un jeu à somme nulle, dans un cadre bien précis, c'est que nous avons un joueur qui est en train de chercher à maximiser ses gains, et l'autre, il est en train de chercher à minimiser ses pertes. Donc, il raisonne selon cette manière. Donc, le joueur max, si on veut résoudre ce problème, le joueur max, il va réaliser la stratégie max-min, c'est le max,
Voilà, c'est le max des mines des trois. Donc, il a deux stratégies. Donc, c'est le minimum entre 3 et 8. Voilà. Et le minimum entre 4, 10, 0. Donc, c'est le max entre 1 et 0 et ça va lui donner 1. Donc, max. Donc, ici, puisque ça va, la stratégie max min lui a donné 1. 1 veut dire quoi? 1 veut dire quoi? Veut dire que lui, il va choisir la stratégie 1 et min va choisir la stratégie 2. C'est-à-dire, s'il veut réaliser ce 2-là, ce 1-là, ce gain-là, ce gain de 1, donc automatiquement, il choisit la première stratégie et c'est dans le cas où min choisit la deuxième stratégie, pas la première. Voilà. C'est clair? Maintenant, le joueur min, la même chose, puisque nous avons dit, il est en train de raisonner selon la stratégie et le contraire du premier, min-max. Donc, c'est le min des max des trois colonnes. Donc, il va prendre le max de la première colonne, le max de la deuxième colonne, le max de la troisième colonne. Donc, c'est le min de 3 max et ça va lui donner 4. Et 4 pour le joueur min, 4. Le 4 pour le joueur min, c'est quoi? Le 4 pour le joueur min, c'est quoi? C'est que lui, il joue la première colonne, mais l'autre, il va, c'est-à-dire jouer la deuxième. Ce n'est pas qu'il va jouer la deuxième. Donc, il va gagner 4 si le joueur 2 joue 2, sa deuxième ligne. C'est clair? Voilà. Donc, finalement, pour Max, la combinaison de stratégies, on a trouvé un 2. Nous avons dit que finalement, le 1 pour Max, nous avons dit qu'il choisit la 1, la première stratégie, et que l'autre choisit 2. C'est-à-dire, je vais réaliser ce 1, c'est dans ce sens qu'on va le lire. Je vais réaliser ce 1 qui est mon niveau de sécurité si moi, je joue la première stratégie et le deuxième joueur joue la deuxième stratégie, sa deuxième stratégie. Le joueur min, la même chose. Il va raisonner de la même manière. Il va dire que moi, je vais réaliser ce 4-là, qui est le minimum de mes pertes, si je joue la première stratégie, si je joue la première stratégie, et le premier va jouer la deuxième. Le max va jouer la deuxième. Donc finalement, nous avons trouvé deux couples de stratégies, deux combinaisons de stratégies. Ces deux combinaisons, est-ce qu'elles réalisent la rencontre entre ces deux joueurs? Est-ce qu'ils vont se rencontrer dans une combinaison? Oui. Est-ce qu'il y a une rencontre entre les deux? Si chacun, bien sûr, il est en train de raisonner indépendamment de l'autre. Hein. C'est-à-dire, il n'est pas en train de lui dire ce qu'il va. Il est en train de raisonner. Il s'est dit que voilà, si je raisonne de cette manière avec la stratégie max-min, voilà, je vais au moins réaliser un gain de 1. Voilà, selon le comportement de l'autre. Et le deuxième, il va raisonner de son côté, à part, et il va raisonner de cette manière. Il va dire voilà la combinaison qui va me rapporter mon niveau de sécurité, qui va m'assurer mon niveau de sécurité. L'autre, il va dire voilà la combinaison qui va m'assurer de. Est-ce que les deux joueurs, en raisonnant de cette manière, ils vont se rencontrer dans une combinaison? Non, non. Donc finalement, il n'y a pas de solution à ce jeu, cet exemple-là. Selon ce raisonnement, ils ne vont pas se rencontrer. Ils ne vont pas se rencontrer s'ils raisonnent de cette manière-là. Donc ici, ce jeu n'a pas de solution stable. Que veut dire stable? Ça veut dire qu'ils se rencontrent, s'ils raisonnent de leur manière, ils se rencontrent forcément dans cette combinaison. Donc ici, il n'y a pas de rencontre et donc il n'y a pas. Donc nous avons 1, 2, la combinaison 1, 2 est différente de 2, 1. Et donc c'est un jeu qui ne va pas donner une solution stable. C'est-à-dire finalement, la probabilité qu'il tombe dans une même combinaison, elle est faible. C'est dans ce sens. C'est dans ce sens. Bien sûr, c'est une étude. Voilà, c'est une étude, c'est un raisonnement, mais cela ne veut pas dire que les joueurs vont réaliser ce raisonnement. C'est-à-dire vont agir selon ça.
C'est-à-dire, il va dire que voilà, qu'il me réalise mon niveau de sécurité. Par la suite, dans la réalité, on ne sait pas. Maintenant, si c'est automatique, dans un système multi-agent, et on utilise par exemple cette stratégie, ce jeu-là, dans un cadre bien précis, on va choisir ça, mais on va trouver que finalement, les deux joueurs ne se sont pas rencontrés. Il n'y a pas eu rencontre. On va donner un deuxième exemple. Un deuxième exemple toujours, donc max, min toujours. Alors, ici veut dire que chaque joueur, il a combien de stratégies? Cet exemple. Voilà, 3-3. C'est-à-dire, le premier joueur, il a trois stratégies, trois lignes, et le deuxième joueur, il a trois stratégies, trois colonnes. Voilà. Et le 10 veut dire que c'est le gain de max, qui veut dire aussi que c'est, oui, la perte de mine. Donc, il va perdre 10. Donc, c'est un moins 10 pour le mine. Mais si on avait rien interdit de d'écrire par exemple moins 6, hein. Bon, j'ai donné cet exemple-là, mais rien n'interdit d'écrire comme ça moins 6, hein. Cela veut dire que c'est la perte de max qui est moins 6, et ça, puisque c'est un jeu à somme nulle, ça veut dire que le mine va gagner 6. Parce que max ne veut pas dire que il est toujours gagnant. Non, il a un raisonnement, il est dans une position de force, il a un raisonnement qui cherche à maximiser ses gains. C'est dans ce sens, hein. Mais cela ne veut pas dire qu'il est toujours gagnant. Il a toujours plus dans ça. Voilà. Donc ici, pour ce jeu-là, on vous demande de chercher la solution à ce jeu. Vous remarquez que c'est un jeu à somme nulle, surtout quand on vous donne une seule valeur, ça veut dire que c'est un jeu à somme nulle déjà. Voilà. Alors, on applique la théorie des stratégies max-min. Voilà, donc pour le joueur 1, pour le joueur max, ça va être le max des mines, donc ça va être le minimum. Pour la première ligne, c'est le minimum, c'est 8. La deuxième ligne, c'est le minimum, c'est 6. Et la troisième ligne, c'est le minimum, c'est 1. Et on va prendre le max de ces trois-là, et ça va nous donner 8. Donc, selon le niveau de sécurité, Max va réaliser un gain de 8. Donc, finalement, en parlant de stratégie maintenant, donc s'il gagne 8, selon le niveau de sécurité, 8, cela veut dire qu'il va choisir quelle stratégie? Une, voilà, il va stratégie la première ligne, la stratégie 1, et le deuxième, mine, il va choisir quelle stratégie? Voilà, donc une, et l'autre choisit deux. C'est-à-dire ce n'est pas il va choisir, hein, il va choisir. Ce n'est pas dans ce sens. C'est que quand il a raisonné, il a dit que moi, je vais réaliser le minimum, le max des mines, c'est-à-dire un gain de 8 selon mon niveau de sécurité, si je choisis la stratégie 1. Donc, lui, il est libre de choisir. Mais il ne sait pas l'autre, qu'est-ce qu'il va. Donc, il va dire que moi, voilà, si je réalise un gain de 8, si je choisis la stratégie 1, et que l'autre va choisir deux. Et que l'autre, mais l'autre, c'est possible qu'il ne choisit pas deux. Donc il va peut-être, voilà. Donc il va peut-être réaliser plus de gains, etc. Mais il essaie de minimiser, d'avoir son niveau de sécurité. Voilà, son niveau de sécurité. Pour le joueur min, la même chose, il va réaliser, mais en min max, la même chose. Donc on va aller vers les colonnes et il va choisir le min des max. Donc il va choisir le max de la première colonne, qui est 30, le max de la deuxième colonne qui est 8, et le max de la troisième colonne qui est 60. Et le min de ces trois max-là, c'est 8. Donc, il va se dire, finalement, c'est 8. Donc, on se rencontre ici. On se rencontre ici, donc 8. 8, c'est quoi? C'est que le joueur 1 choisit, le joueur 1, max, il va choisir une, toujours max, il va choisir une. Et le joueur 2, voilà, voilà. Donc finalement, pour ce jeu-là, pour Max, c'est la combinaison 1-2. Et pour Mine, c'est la combinaison. Oui, donc finalement, quelle combinaison? Numéro des stratégies. C'est toujours 1-2. Donc ils se rencontrent finalement, 1-2. Et l'autre, c'est 1-2.
Parce que ça, c'est le 1, ça, c'est le max et ça, c'est le 2. Voilà. Donc, finalement, ils se sont rencontrés. Et donc, on peut dire que finalement, pour cet exemple-là, et chacun des deux joueurs, il raisonne de son côté, avec le raisonnement max-min, et l'autre avec min-max, ils vont se rencontrer dans une combinaison qui est la combinaison N2, qui est celle-là. Qui est celle-là. Donc, ce jeu, on peut dire que ce jeu, il a une solution pour cet exemple-là, qui est la combinaison N2. Ils vont se rencontrer. Donc, la solution finalement à un jeu, c'est quoi? C'est la rencontre des deux joueurs, sachant qu'il n'y a pas de communication entre eux. Ils sont en train de raisonner selon un mode de raisonnement. Par exemple, ici, nous avons parlé du mode de raisonnement réaliser le niveau de sécurité dans un cadre de jeu à somme nulle et dans un cadre où un joueur est dans une position de force où il est en train d'essayer de maximiser ses gains et l'autre il est en position de faiblesse, donc il est en train de minimiser les pertes. Voilà. Donc c'est un cadre bien précis qu'on est en train d'étudier. On a pu trouver que c'est un jeu, que ce jeu a une solution qui est la combinaison N2. C'est la rencontre finalement. Une solution à un jeu, c'est la rencontre dans une combinaison bien précise entre les deux joueurs. C'est un équilibre. C'est un équilibre en quelque une situation de stabilité. Ils vont se rencontrer dans ce point-là. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de jeu à somme nulle. Il y a un autre exemple de jeu non coopératif aussi. C'est le dilemme du prisonnier. Alors, pour le dilemme du prisonnier, inspiré du dilemme du prisonnier, mais c'est un jeu qui est appliqué dans plusieurs domaines hein, aussi. C'est un jeu statique à information complète. Information complète, c'est-à-dire que chacun des joueurs, il a l'information. Que veut dire information? Ce n'est pas il sait que l'autre va agir. Non, il a l'information dans le sens qu'il sait que s'il avoue et que l'autre, donc il a le jeu devant lui, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il va choisir seulement. Mais il a le jeu, c'est ça, information complète. C'est-à-dire, il sait que si le premier va avouer et que le deuxième et que lui, il va avouer, par exemple pour le suspect, il sait que si le premier avoue et que lui, il avoue, alors l'autre, il va être emprisonné 8 ans et lui, il va être emprisonné 8 ans. Il a cette information. C'est-à-dire la personne, l'enquêteur, le commissaire, je ne sais pas, la personne qui est en train de faire l'enquête avec les deux personnes, séparément, chaque personne, chaque prisonnier, la personne qui est en train de les informer, de leur donner le problème, elle leur donne toute l'information. Elle lui dit, voilà, si tu avoues, et que l'autre avoue, alors vous serez emprisonnés tous les deux 8 ans. Maintenant, s'il lui dit, si par exemple, il est en train de parler, supposons que nous avons une troisième personne qui est le commissaire ou l'enquêteur, la personne qui est en train d'enquêter avec les deux suspects, mais séparément. Donc, elle va dire au suspect 2, si tu avoues et que l'autre avoue, le suspect 1 avoue, alors vous serez emprisonnés tous les deux 8 ans, 8 ans. Maintenant, si tu n'avoues pas, alors tu seras emprisonné 15 ans et l'autre, il sera libéré. 0, ça veut dire qu'il ne sera pas emprisonné, donc on va le libérer. Donc, il le met dans une position qu'il doit réfléchir, bien réfléchir, pour sortir avec le minimum de dégâts, en quelque sorte. La même chose, cette personne-là, elle va venir ici, elle va parler avec celui-là, il va lui dire la même chose. Si tu avoues, donc tu auras la même chose. Donc, finalement, c'est un jeu à information complète. Il lui donne toute l'information concernant les différentes stratégies avec les gains pour chaque stratégie. Maintenant, c'est à lui, il est libre de choisir. Donc, puisqu'il est libre de choisir, alors pour ce jeu-là, on peut faire des calculs aussi, des études, voilà, et trouver les différentes solutions possibles. Voilà. Donc, on verra ça par la suite. Alors, il y a ce qu'on appelle la stratégie dominante. Que veut dire la stratégie dominante? C'est une stratégie qui dépasse l'autre, qui est super. Pour les gains, quand on parle de stratégie dominante, c'est concernant les gains. C'est que tous les gains pour une stratégie sont supérieurs ou égaux à une autre stratégie. Voilà, pour une stratégie donnée. Par exemple,
si on prend par exemple ce jeu-là, nous avons J1 et nous avons J2. Donc c'est une autre notion. Stratégie dominante, c'est une autre notion qu'on est en train d'aborder. Euh, c'est quoi? C'est que nous avons des joueurs avec des stratégies. Ici, nous avons deux joueurs, J1, J2, et nous avons, pour J1, il a deux stratégies que sont X, Y. Et le joueur 2 aussi, il a deux stratégies, X, Y, la même chose. Alors, si le joueur 1 joue X et que le joueur 2 joue X aussi, alors le premier joueur, il aura un gain de 4 et le deuxième joueur, il aura un gain de 3. Voilà comment lire ce tableau-là, cette matrice-là. Et la même chose pour les autres. Si joueur 1 joue X et l'autre joue Y, alors il aura un gain de 6. Et l'autre, le deuxième joueur, aura un gain de 8. Alors, stratégie dominante, comment la tirer? On va dire, on va commencer à faire pour J1. C'est-à-dire qu'il dépasse toutes les stratégies stratégie dominante qui dépassent les gains d'une autre stratégie. Voilà. Qui est supérieure aux gains d'une autre stratégie. Alors, maintenant, si on prend J1, J1, le jour J1, on est en train d'étudier la stratégie dominante pour J1. Est-ce qu'il a une stratégie qui dépasse toutes les autres stratégies? Alors, J1, si J2 choisit X, si J2 choisit X, cette colonne finalement, la meilleure stratégie pour J1, ça va être le X. Pourquoi? Parce que le 4, voilà, voilà, parce que le 4 est supérieur à quoi? À 2. À 2, voilà. La même chose. Si J2 choisit Y, maintenant J2 choisit Y, alors la meilleure pour J1, c'est laquelle? C'est X. Pourquoi? Parce que 6 supérieur à 5. Voilà. Donc, si pour J1, si J2 choisit X, la meilleure stratégie pour J1, ça va être X. Voilà. Si J2 choisit Y, la meilleure stratégie pour G1 est X. Et donc, pour J1, la stratégie dominante, J1, sa stratégie dominante est X. Vous la voyez? Parce que cette ligne, on raisonne en ligne, ici on est en train de raisonner cette ligne-là, qui est la X, donc, et on ne regarde que le J1, c'est-à-dire cette ligne-là, qui est J1, qui est la ligne X de J1, nous avons d'un côté 4 et nous avons de l'autre côté 6. Alors que la deuxième ligne, nous avons d'un côté 2 et de l'autre côté 5. On est en train de voir les gains du joueur J1 seulement, indépendamment de l'autre joueur. Et on voit bien que cette stratégie qui est la X, elle dépasse supérieure ou égale à la stratégie Y. Donc, c'est une stratégie dominante. Pour J1, la stratégie dominante, c'est X. Le même raisonnement pour J2. Même raisonnement pour J2. J2, quelle est sa stratégie dominante qui domine, qui est supérieure aux autres? Alors, voilà la même chose. Alors, il va raisonner selon J1. On va raisonner selon J1. C'est-à-dire, nous avons J2 et on veut chercher quelle est sa stratégie. Si J1 choisit X, c'est-à-dire choisit la première ligne. La première ligne. Alors, la meilleure stratégie pour J2, ça va être c'est-à-dire si J1 choisit X, on est dans cette ligne-là, choisit X. Alors, la meilleure stratégie pour J2, parce que ce qui nous intéresse, c'est J2. Quelle est sa meilleure stratégie? C'est Y parce que, voilà, parce que 8 supérieur ou égal à 3, supérieur à 3. La même chose, si J1 choisit Y maintenant, voilà, si J1 choisit Y, on est toujours en train de raisonner par rapport à J2. Hein. Maintenant, si J1 choisit Y,
Quelle est la meilleure stratégie pour J2? C'est Y parce que, voilà, A7, 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 voilà. Et donc, dans ce cas-là, la stratégie dominante pour le joueur J1, on a trouvé que c'était X. La stratégie dominante pour J2, on a trouvé que c'était Y. Et donc, finalement, la solution existe pour ce jeu par dominance, qui est la combinaison X, Y. Pourquoi? Parce que déjà, le premier joueur, J1, il va chercher première des choses, la solution la plus forte ici, hein, c'est une stratégie qui est dominante pour lui. C'est-à-dire une stratégie qui, dans tous les cas, quel que soit l'autre joueur, c'est la meilleure stratégie. C'est la meilleure stratégie. Donc, il a trouvé que sa meilleure stratégie, c'est X. Elle domine toutes les autres joueurs, toutes ces autres stratégies. Toutes ces autres stratégies. Parce que c'est possible qu'on trouve des stratégies de J1 différentes des stratégies de J2. Le nom des stratégies, je parle. Voilà. Donc, la même chose pour J2, il va raisonner de la même manière, il va dire que la meilleure de mes stratégies, quel que soit le joueur 2, c'est la stratégie Y. C'est la stratégie Y. Et donc, finalement, si chacun des deux joueurs raisonne de cette manière, il recherche sa stratégie dominante, donc automatiquement, ils vont bien sûr, si les deux, ils ont des stratégies dominantes, hein, ils vont se rencontrer finalement, quelque part. Ils vont se rencontrer. S'ils raisonnent de cette manière, trouver la plus forte stratégie dominante, chacun d'eux, indépendamment de l'autre, quel que soit le jeu qu'il va jouer. Il va dire que voilà ma stratégie. Alors, dans ce cas-là, on peut dire que ce jeu a une solution, et cette solution-là, on l'appelle l'équilibre en stratégie dominante. On l'appelle équilibre. Donc, c'est une solution qui est vraiment forte. Mais ce cas-là, c'est rare qu'on le trouve. C'est rare qu'on le trouve. C'est-à-dire, c'est rare qu'on trouve les deux joueurs ont une stratégie dominante, qui domine l'autre. Généralement, on trouve les gains de l'un dépendent des choix de l'autre. C'est-à-dire, s'il choisit telle stratégie, l'autre gain, mais s'il choisit autre chose. Donc, finalement, pas forcément. C'est rare qu'on trouve des stratégies vraiment dominantes pour les deux joueurs en plus. Hein, pour les deux joueurs. Peut-être on peut trouver une stratégie dominante pour un joueur, mais pour les deux, c'est des situations qui ne sont pas qui sont rares, voilà, qui sont rares. Alors, dans ce cas-là, on va donner un autre exemple. Voilà, un autre exemple, exemple 2, toujours. Rechercher la stratégie dominante pour chacun des joueurs et après dire est-ce que nous avons un équilibre en stratégie dominante. Donc, vraiment, une solution. Alors, pour ce jeu-là, voilà un exemple de deux joueurs qui n'ont pas les mêmes stratégies. Bon, A1, joueur A2. Après, le joueur A1, il a deux stratégies que sont CD. Et ils peuvent avoir plusieurs. Hein. C'est-à-dire, on peut avoir pas forcément le nombre de stratégies est le même. Hein. C'est-à-dire, on peut avoir ceci, par exemple. C'est-à-dire, les lignes, c'est par exemple 5 stratégies, alors que l'autre, il a de 2 à 3. On peut avoir. Hein. C'est-à-dire, pas forcément le nombre de stratégies de l'un, c'est le même que le nombre de stratégies de l'autre. Pas forcément. Selon le problème qu'on est en train d'étudier et d'analyser. Alors, nous avons A1. Ici, le même raisonnement. On cherche, est-ce qu'il y a une stratégie dominante pour A1? Alors, pour A1, le même raisonnement. On prend notre A1 et après, on va voir par rapport à A2. A2, s'il choisit A, s'il choisit A, la meilleure stratégie pour A1, ça va être la C, car, pourquoi? Voilà, 2 supérieur à 0. Maintenant, si A2 choisit B, toujours pour A1, la meilleure stratégie est D, car 1 supérieur à 0. Voilà, la D. Et donc, finalement, nous avons trouvé deux stratégies différentes selon le jeu de l'autre. Donc, finalement, notre A1, notre joueur A1, n'a pas une stratégie qui domine toutes les autres stratégies. C'est selon le jeu de l'autre.
selon le jeu. Et donc, on peut dire que A1 ne possède pas de stratégie dominante. Donc, il n'a pas de stratégie. Maintenant, si on vous pose la question, par exemple, est-ce qu'il existe un équilibre en stratégie dominante? Déjà, si A1 n'a pas de stratégie dominante, c'est pas la peine d'aller vers le 2. Vous êtes d'accord? Euh, si le premier n'a si le premier n'a pas de stratégie dominante. Donc automatiquement, si on vous pose la question sur l'équilibre en stratégie dominante, il n'y a pas. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'aller vers la suite. C'est-à-dire s'il n'a pas de c'est l'un des joueurs n'a pas de stratégie dominante, donc automatiquement, il n'y a pas de solution équilibre en stratégie dominante. Même si je ne vais pas calculer, même si je trouve, c'est-à-dire même si je trouve A2, il a une stratégie dominante, c'est toujours pour les deux joueurs, ils n'ont pas d'équilibre en stratégie, ils ne vont pas se rencontrer. Voilà, dans une combinaison de stratégies. Voilà. Donc ici, la même chose pour A2, la même chose, il va raisonner de la même manière, il va aller vers A1. Il va dire que si A1 choisit C, quelle est la meilleure stratégie pour moi? C'est-à-dire le A2, c'est le A2 qui est en train de raisonner maintenant. Il va dire si le A1 choisit C, la meilleure pour moi, je vais voir mes gains dans tous les cas. Alors mes gains dans tous les cas, ici c'est 1, ici c'est 0. Donc la meilleure pour moi, c'est quand j'aurai 1 et ça correspond à la stratégie A. La même chose, si le A1 va choisir D, la meilleure pour mes gains, ça va être 2 et qui va correspondre à la stratégie B. Et donc, même le joueur A2, il n'a pas de stratégie dominante parce que le A est différent de B. Et donc, on peut conclure que pour ce jeu, bien sûr, la conclusion pour ce jeu à équilibre en stratégie dominante, si on trouve déjà le A1 qui n'a pas de stratégie dominante, on peut conclure. Hein. Sauf si on vous pose la question, donnez la stratégie dominante pour A1, donnez la stratégie dominante pour A2. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de faire ce raisonnement, ce calcul pour trouver les stratégies ou ne pas les trouver, dans le cas où elles n'existent pas. Mais si on vous dit, voilà, est-ce que ce jeu a une solution d'équilibre en stratégie dominante, vous commencez par le premier joueur, vous trouvez qu'il n'a pas de stratégie dominante, donc automatiquement, il n'y a pas d'équilibre en stratégie dominante. On n'est pas obligé d'aller vers le 1-2. C'est clair pour ça? Voilà. Euh, voilà. Donc ça, c'est... Il y a un autre processus qu'on appelle... Vous me dites quand c'est l'heure, hein, parce que je n'ai pas l'heure devant moi. Alors, nous avons dit que l'équilibre en stratégie dominante, c'est un équilibre très fort concernant les jeux non coopératifs. C'est-à-dire que vraiment, ils vont se rencontrer parce que la première des choses pour laquelle les agents vont réfléchir, c'est la stratégie dominante. C'est-à-dire que la stratégie, que quels que soient les autres, c'est la stratégie qui va m'assurer mes gains. Voilà. Donc, s'ils ne trouvent pas cette stratégie dominante, alors donc finalement, on va essayer de rechercher la solution pour ce problème d'une autre manière. Donc, il y a ce qu'on appelle le processus de dominance successive. Au lieu que ça domine toutes les autres stratégies, on va chercher à ce que on va chercher une solution à ce jeu, à ce qu'une stratégie domine peut-être une autre stratégie, pas forcément toutes les autres. C'est-à-dire elle domine une autre, ou bien deux autres, ou bien pas forcément toutes. Et c'est ce qu'on appelle, c'est un processus qu'on utilise justement par dominance successive, c'est-à-dire travailler deux à deux, par exemple, etc., pour trouver un équilibre, une solution de rencontre. Voilà. Donc, ce processus de dominance successive, c'est quand la solution de dominance, d'équilibre en stratégie dominante n'existe pas qu'on peut réfléchir à ceci. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas faire ceci si on veut. Sauf si on vous pose la question. Si on vous pose la question, voilà, chercher l'équilibre, mais vous allez trouver l'équilibre en stratégie dominante à la fin. Donc, successif, c'est quoi? C'est que travailler alternativement, A1, A2, A1, A2, et raisonner, est-ce que A1, par exemple, ici,
par les stratégies dominées, bien sûr. Hein. On travaille avec les stratégies de. Donc, une stratégie qui domine une autre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer la stratégie dominée, pas la stratégie dominante. Hein. C'est-à-dire, si nous avons une stratégie qui domine une autre, et quand on dit stratégie domine l'autre, ça veut dire que les gains sont supérieurs ou égaux à supérieur strictement, parce que finalement, il faut que l'une des stratégies doit être supérieure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On élimine la stratégie dominée. C'est ce qu'on fait. Donc, éliminer les stratégies strictement dominées jusqu'à avoir une stratégie dominante à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le A1. Pour A1, pas de stratégie dominée par une autre, c'est-à-dire A1. Nous sommes ici. On regarde dans notre jeu et on voit les gains. On voit les gains ici. On est en train de raisonner en 1-1, c'est-à-dire, et regardez, ces gains seulement. Donc, on va raisonner 2, 8, 3, et aussi 3, 9, 2. Est-ce que nous avons une ligne, parmi ceux que j'ai soulignés, une ligne qui dépasse, supérieure ou égale aux autres lignes? Gain de A1 seulement. C'est comme si nous n'avons pas les gains de A2. On raisonne seulement à cette matrice-là, la matrice 4, 5, les gains de A1. 6, 2, 8, 3, 3, 9, 2. Et on travaille par ligne. Première ligne pour ces gains-là, deuxième ligne pour ces gains-là, et troisième ligne pour ces gains. Est-ce que nous avons une stratégie, une ligne qui domine les deux autres, ou bien l'une des deux autres? Oui. Non, il n'y a pas. Parce que ici, nous avons 4, 5, 6. Est-ce qu'elle domine la deuxième ligne? Non. 4 dépasse 2. 4 supérieur à 2, mais 5 inférieur à 8. 6 supérieur à 3. Donc, déjà, la première ligne avec la deuxième, il n'y a pas de dominance. Si on raisonne la première et la troisième, 4 dépasse 3, mais 5 inférieur à 9. Donc, finalement, ben, domine pas. Ensuite, la deuxième ligne, 2 inférieur à 3, mais 8 inférieur à 9, mais 3 supérieur à 2. Vous voyez? Donc, finalement, nous n'avons pas une stratégie qui domine une autre. Qui domine une autre. Donc, pour A1, pas de stratégie dominée par une autre. Pour A2, on va aller vers A2 maintenant, on va raisonner de la même manière. A2, est-ce qu'il y a une stratégie qui est dominée par une autre? Voilà. On va éliminer la dominée, bien sûr. Ici, on remarque que S22, cette stratégie pour A2, hein, elle est dominée par S23. Regardez ici. Bien sûr, on est en train de raisonner par A2, donc on regarde seulement les gains de A2. Les gains de A2, c'est ça. C'est 2, 1, 6, 4, 8, 6. Et on voit bien que le 2 est supérieur à 1, le 6 supérieur à 4 et le 8 supérieur à 6. Et donc, on peut dire que la S23 domine la S22. C'est-à-dire, pour A2, toujours, on est en train de raisonner par rapport à. Pour A2, donc on regarde seulement les gains de A2. On voit bien que ces gains, quand il choisit la stratégie S23, sont toujours supérieurs aux gains qu'il réalise quand il choisit S22, indépendamment de A1. Et donc, on voit bien que la stratégie S22, elle est dominée par S23. Est-ce que c'est clair pour cette histoire de dominance dominée? Oui? Non, on travaille étape par étape. Mais alors, allez-y, allez-y. Travaille avec S2. Travaille avec S2. Alors, vas-y. Ben, on peut pas, on peut pas. Regarde, S2, 1. Regarde, nous avons 4. Non, toujours, ici.
A2, hein. On est en train de raisonner par rapport à A2. Donc nous avons 4, 1 par exemple par rapport à celle-là. On regarde 2 A2, mais on élimine à chaque fois une, hein, à chaque fois une. Mais des fois, on trouve 2, hein, des fois. Par exemple, ici, on trouve 2 qui sont dominés à la fois. Donc on les élimine. Donc ici, nous avons 1, 3, 4, 1. Vous voyez, donc S22 et S21, est-ce que S21 domine S22 ou bien S22 domine S21? Non. Donc, finalement, ce qu'on a pu trouver, c'est S22 qui est dominé par S23. Elle n'est pas dominée par S21. Donc, puisqu'elle est dominée par l'une des stratégies, j'élimine. L'essentiel, c'est qu'on trouve une stratégie qui est dominée par une autre. J'élimine celle qui est dominée, la plus faible. Je l'élimine. Voilà. Et on obtient, une fois qu'on élimine, on obtient une nouvelle matrice. C'est celle-là. Et on raisonne selon cette nouvelle matrice, parce que celle-là, elle a été éliminée. C'est bon. On fait la même chose. Ici, on revient à notre A1, parce qu'on travaille alternativement pour cette méthode. On revient à notre A1. On voit que pour A1, nous avons A1 ici. Bien sûr, A1, ça veut dire les lignes. Hein. On revient aux lignes. On voit bien que S1, 2, là, celle-là, la deuxième ligne, est dominée par S1, 1. Par S1, 1. Pourquoi? Parce que nous avons 4 supérieur à 2 et 6 supérieur à 3. C'est clair? Donc finalement, la S1, 2 pour A1, bien sûr, on est en train de raisonner pour les gains de A1 seulement. Elle est dominée par S1, 1. Aussi, nous avons la S1, 1 supérieure, dominée par la S1, 3. Pourquoi? Parce que 4 supérieur à 3 et 6 supérieur à 2. Et donc, finalement, on peut éliminer les deux stratégies dominées par S11. Donc, on élimine et la S12 et la S13. Et la nouvelle matrice obtenue après élimination de ces stratégies, c'est celle-là. C'est clair? Voilà. Et la même chose, on raisonne. On va revenir alternativement vers A2. Et on va dire que voilà, pour A2, nous avons 2 colonnes seulement. Et le choix est très simple. Et on voit bien que la stratégie S23, elle est dominée par S21. Donc, on élimine la S23. Et finalement, la solution à ce jeu, c'est bien la combinaison S11, S21 avec les gains 4, 3. C'est clair? Voilà. Donc, c'est une solution, on l'appelle une solution, ou bien c'est un équilibre en stratégie dominante successive, c'est-à-dire par élimination des stratégies dominées à chaque fois. Donc, il faut Madame, bien pourquoi on préciser. a enlevé le 6, le S de 3? Le 6 est Pourquoi? supérieur à 4. Le S de 3, pourquoi on l'a enlevé? Parce que non, nous avons dit qu'on est en train de travailler alternativement. C'est-à-dire on travaille pour A1. Une fois qu'on termine, on va aller vers A2. Tu regardes, c'est-à-dire finalement, si on va aller vers A2, on va regarder les gains de A2. On va regarder le 2 avec le 3. Ah, d'accord, j'avais pas fait Voilà. attention. Donc, c'est une méthode d'alternance entre les deux joueurs pour trouver un équilibre, un certain équilibre par dominance successive. C'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Donc ça, c'est un autre. Il est plus faible que l'équilibre en stratégie. Nous avons dit que l'équilibre en stratégie dominante, pour les stratégies dominantes, quand on dit stratégie, elle domine toutes les autres. Pour chaque joueur, hein. C'est-à-dire un joueur, il a par exemple 3 stratégies, il a une stratégie qui domine toutes ces autres stratégies, quels que soient les choix de l'autre joueur. Ça, on l'appelle l'équilibre en stratégie dominante. C'est un équilibre fort. Parce que si l'équilibre existe, il est fort. S'il existe, donc. Maintenant, s'il n'existe pas, et généralement, il n'existe pas, généralement, on ne peut pas avoir un équilibre en stratégie. Donc, on raisonne de cette manière-là. C'est de travailler avec les stratégies dominantes, de dominer, les éliminer pour essayer de trouver un certain équilibre, une certaine rencontre entre les joueurs.
Et on appelle ça une solution à équilibre en stratégie dominante successive. Voilà. Et il faut bien donner le nom des stratégies, hein, pas les gains. Bien sûr, quand on vous dit quelle est la solution, c'est les noms des stratégies, pas les gains. Maintenant, si vous dites que voilà, c'est la solution, c'est le couple de stratégies S11, S21 avec les gains 4-3, simplement. Si vous voulez préciser les gains. C'est clair? Voilà. Un autre équilibre, une autre notion d'équilibre, plus faible que l'équilibre équilibre en stratégie dominante et plus faible que l'équilibre dominant successif, c'est l'équilibre de Nash, c'est ce bonhomme-là, ce monsieur-là. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé sur, c'est un économiste, un mathématicien, économiste, etc., qui a travaillé sur la théorie des jeux, et il a défini une nouvelle notion d'équilibre, qui est l'équilibre de Nash, qui est plus faible que le dominant, successif, etc., mais c'est un équilibre aussi. Alors, comment raisonne-t-on pour l'équilibre de Nash? Donc, c'est une combinaison, comment le définir? C'est une combinaison de stratégies, donc S étoile, c'est un équilibre de Nash. Si chaque agent dans cette combinaison ne peut faire mieux dans une autre, c'est-à-dire un agent ne peut pas faire mieux dans une autre stratégie, voilà, dans une autre combinaison. Alors, comment raisonner pour l'équilibre de Nash? Alors, on raisonne de cette manière. Donc, si A1, donc on va dire, si A1, nous avons notre A1, choisit S11. Bien sûr, pour A1, on travaille pour A1, après pour A2. Donc, on travaille pour A1 et après, on travaille pour A2. Donc, si A1 choisit S11, alors A2 va choisir quelle stratégie? Si A1 choisit S11, maintenant, l'autre, il va choisir lequel, c'est-à-dire quelle est la meilleure pour l'autre. C'est dans ce sens. Quelle est la meilleure pour l'autre? C'est S22. Alors, le gain pour A1, ça va être, parce qu'on est en train de raisonner par rapport à A1, vous voyez? Voilà. Maintenant, si A1 choisit S12, alors, l'autre va choisir laquelle? Le A2. La S21. Et le gain pour le A1 toujours, c'est? Voilà. Et on fait le même raisonnement pour A2. On fait le même, pardon. On fait le même raisonnement pour A2. Alors, pour A2, la même chose pour A2. Si A2 choisit S21, si A2 choisit S21, A1 va choisir quoi? Et donc, le gain pour A2, ça va être 2. Bon, parce qu'on est en train de raisonner par rapport à A2. Maintenant, si A2 choisit S22, quelle est la meilleure pour A1? A1 va choisir quoi? S11. Donc, finalement, le gain pour A2, c'est lequel? C'est 6. Voilà. Alors, cette rencontre-là, où est-ce qu'elle est la rencontre finalement? L'intersection? C'est la combinaison, c'est celle-là. C'est ça la rencontre, c'est celle-là. Voilà, d'après ce qu'on a fait comme cercle. C'est celle-là la rencontre. C'est S11, S22. Selon ce raisonnement, l'équilibre de Nash, c'est pas un équilibre en stratégie dominante, ce n'est pas par successive, etc. C'est un autre équilibre avec une autre méthode un petit peu différente de raisonnement et qui nous donne un certain équilibre finalement, qui est plus faible, mais c'est un équilibre. C'est une certaine rencontre selon ce raisonnement. Selon ce raisonnement. Donc, la combinaison 8-6, c'est un équilibre de Nash. C'est-à-dire que cet équilibre-là, est-ce que ça traduit cette définition? Si chaque agent dans cette combinaison ne peut faire mieux dans une autre.
chaque agent dans cette combinaison ne peut faire mieux dans une autre. Voilà. Donc, c'est un équilibre de Nash. L'équilibre de Nash, on le fait de cette manière. Donc, vous pouvez le faire de cette manière, avec des cercles seulement. Vous pouvez écrire comme ça et trouver l'intersection. L'intersection, c'est bien sûr, elle est là. Si A1 choisit S11, A2 va choisir S22, ici. Si A2 choisit S22, qui est celle-là, A2 choisit, alors A1 va choisir S11. Donc, ils se rencontrent finalement. C'est l'intersection. Et donc, l'équilibre de l'âge, c'est l'intersection entre ces choix-là, entre les choix de stratégie. C'est un autre équilibre, c'est une autre possibilité, c'est un autre équilibre. Alors, exemple ici de l'équilibre de Nash. Voilà, nous avons nous avons un exemple 2 et un exemple 3. Donc ici, nous avons deux joueurs A1, A2, A2 avec deux stratégies AB. Le A2, c'est avec les stratégies CD. Et après, on essaie de choisir, de rechercher l'équilibre en stratégie. Bien sûr, on peut trouver plusieurs. Hein. Équilibre de Nash, on peut trouver plusieurs équilibres de Nash. Alors, si on revient ici, nous avons, par exemple, pardon, un instant. Un instant. Pardon. Il est 11 heures. C'est l'heure. Alors, on arrête aujourd'hui et on va continuer soit mardi, soit jeudi. Oui? Oui? Le lundi, attendez, lundi. L'après-midi, 13h30, Hakek. 13h30. Ok, ok, ok. Alors, on la fera lundi. Au revoir alors. Au revoir.